Laurent Joly, bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'extrême droite et du régime de Vichy, thème sur lequel vous avez écrit des ouvrages de référence. Nous vous recevons ici sur Academ pour l'apparition de votre dernier opus, paru chez Grasset, La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. On peut dire que vous êtes dans une position un peu inhabituelle pour un historien reconnu, puisque vous avez entrepris de démonter pièce par pièce l'argumentaire non pas d'un autre historien, mais d'un polémiste ultramédiatique, dont les ailes ont poussé, qui est désormais un candidat incontournable à la course à l'Élysée. Vous n'y allez pas de main morte, puisque vous écrivez que le populiste bontin et coutumier des provocations n'est ni plus ni moins qu'un falsificateur qui sert des thèses fallacieuses sur le régime de Vichy afin de servir son projet politique. Alors au-delà du politicien et du polémiste qu'est Éric Zemmour, est-il une sorte d'ovni dans le paysage politique français ou au contraire, est-il révélateur de notre temps? Alors d'abord, je dois juste dire que je ne le traite pas de faussaire, parce que je traite de falsificateur, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que Zemmour ne fait pas de faux, il ne fabrique pas de faux documents, c'est pas Forisson. En revanche, il falsifie. Et il le fait à des fins politiques. Et effectivement, pour répondre à votre question, c'est une forme de nouveauté dans notre vie politique française. D'abord, effectivement, il y avait une forme de consensus, politique en tout cas, autour des responsabilités de l'État français dans la déportation des Juifs. Le discours du président Chirac en 1995 avait certes été critiqué par des gaullistes, Philippe Séguin, voilà, Mesmer avait dit non, mais parce que dans leur esprit, Vichy, c'est pas la France. Et donc, on peut comprendre, on va dire une posture un peu gaulliste. Mais même récemment, Marine Le Pen avait dit, bon voilà, la rafle du Veldiv. Donc c'est vrai que voir un acteur politique national revenir sur la responsabilité de Vichy, la collaboration, dire Vichy en fait, reprendre la thèse du clavier du bouclier, le moindre mal, c'est la justification de Vichy. C'est vrai que déjà, rien que ça, c'est quelque chose de tout à fait ahurissant en France en 2021. Alors, falsificateur, très bien. Le mensonge en politique, on va dire que ce n'est pas une nouveauté. La réécriture de l'histoire non plus. Un de vos illustres prédécesseurs, Marc Bloch, en avait déjà fait le constat. Il écrivait, je le cite, « Les fausses nouvelles, dans toute la multiplicité de leurs formes, simples racontards, impostures, légendes, ont rempli la vie de l'humanité. » On l'a vu avec Trump, on le voit maintenant en miniature avec Zemmour. Je m'adresse à l'historien que vous êtes. Dans quel courant historique s'inscrit celui que vous nommez un nationaliste ethnique, expert en réécriture ou relecture de l'histoire? Est-il plus qu'un maurassien pur jus? Oui, il se situe dans, on peut dire, deux traditions françaises. La première, c'est celle du nationalisme, ce que j'appelle le nationalisme ethnique, c'est-à-dire un nationalisme qui est tourné sur les ennemis de l'intérieur. On a des ennemis de l'intérieur, on a des gens qui sont venus chez nous, qui ont pris notre nationalité et qui veulent nous détruire de l'intérieur. Ces gens sont les Juifs à la fin du XIXe siècle, les protestants aussi, une focalisation sur les protestants dans le nationalisme français de 1900, c'est les métèques, voilà, les Juifs, et puis maintenant les musulmans. Donc il y a vraiment Zemmour s'inscrit dans cette tradition-là d'un nationalisme qui est en plus un phénomène littéraire, qui est vraiment en France un phénomène littéraire, enfin, journalistique. Donc on a des hommes de plume, on a eu Édouard Drummond à la fin du XIXe siècle, on a eu Maurice Barrès, on a eu Charles Maurras. Et c'est vrai que Zemmour est à la fois ce type de polémiste, d'imprécateur, qui publie des livres, mais son profil me rappelle vraiment celui de Maurras, dans le sens où c'est pas juste un journaliste qui défend des thèses, c'est vraiment un doctrinaire. C'est quelqu'un qui a une idée fixe. Donc il est l'héritier de ça, mais il est aussi l'héritier d'un autre courant, qui est là aussi typiquement français, qu'on peut presque remonter à Napoléon Bonaparte, qui est la tradition qu'on appelle la tradition césarienne. Cette droite, vous savez, René Raymond avait défini 3 droites, et il y en a une de ces droites, c'est la droite bonapartiste, qui fait appel à l'homme de la nation, etc. Et Zemmour reprend cette figure-là de l'homme de la nation, celui qui parle au nom du peuple, contre les élites qui sont trahies contre le peuple qui est trahi par les élites. Donc c'est une tentative de fusion assez étonnante, parce que Zemmour n'est pas du tout un homme d'action politique à l'origine, il s'improvise populiste,
et il y réussit pas trop mal, parce qu'on voit la mue en 2 ans, il sait maintenant parler en meeting. Donc voilà, c'est une fusion inédite voilà, dans notre histoire politique. Mais on ne peut pas dire qu'il est en train de réinventer une forme d'homme politique qu'on avait envie d'oublier, qui est vraiment ancré dans le passé. Il réinvente, et en même temps... un nouveau fascisme c'est en tout cas, on est à l'époque des populismes. Donc on voit très bien que ce type d'homme politique, nous on a notre variante en France, c'est Zemmour, mais on voit ce qui se passe partout. Trump en Inde, en Turquie, en Russie, en Hongrie, le PiS en Pologne. On a partout des populismes ou des mouvements d'extrême droite nationalistes qui prennent le pouvoir et qui jouent sur la même corde qui est la défense du peuple, un ancrage sur les racines religieuses, originelles, la haine de l'étranger. Enfin, donc, il utilise à la fois des ressorts contemporains, parce que c'est un homme de son temps, bien évidemment, et donc on est dans notre époque, mais avec, évidemment, ce qui fait notre tradition politique française. Alors, de tout temps, il y a eu des juifs qui passaient du côté obscur de la force. Je pense à Otto Weininger, auteur d'un pamphlet antisémite et sexiste. Je pense à Arthur Meyer, patron du journal antisémite Le Gaulois, aussi petit-fils de rabbin et anti-dreyfusard enragé. Dans un autre registre, vous évoquez dans votre livre très précisément les travaux de Robert Aron, ceux de François-Georges Dreyfus et plus récemment ceux d'Alain Michel. Comment expliquez-vous ce phénomène de juifs soucieux de blanchir un régime qui a collaboré avec les nazis? Ça, c'est un phénomène assez classique d'aliénation qui a été étudié par plein de sociologues, d'anthropologues, d'historiens. Vous avez toujours, quand vous avez une minorité dans un pays, vous allez toujours avoir une partie de cette minorité qui va jouer le jeu de la majorité qui peut éventuellement persécuter cette minorité, en se disant « nous, on sera l'exception ». Donc on voit ça dans la France de la fin du XIXe siècle. Vous avez des juifs qui vont jouer la carte des antisémites. Ils sont peu nombreux. Vous avez cité Arthur Meyer, qui s'est converti, je crois, oui, à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, qui est dans les milieux royalistes, et ces milieux royalistes, ils basculent dans l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Donc lui, il est là, il a aussi une place à maintenir dans la bonne société, donc il va jouer la carte de l'antisémitisme. C'est aussi une manière de se préserver, quoi, vous allez aussi avoir, dès les débuts de l'Action française, des juifs qui vont tenter de se greffer sur le mouvement de l'Action française en reniant complètement leurs origines, ou alors s'ils ne renient pas leurs origines, en tout cas en assimilant complètement le discours antisémite, en disant « nous, on est la minorité de juifs qui méritent de s'assimiler, et puis tous les autres, notamment les étrangers, sont vraiment des juifs qui sont nocifs à la France ». Et donc vous voyez que ce premier, on va dire, comment dire ça, mais compromission explique pourquoi vous allez avoir des juifs français qui, dès l'époque de Vichy, c'est le chanoine Desgranges qui raconte ça dans Les crimes masqués du résistentialisme, qui est une sorte de best-seller de la propagande contre l'épuration, qui est sorti en 46 ou 47. Il raconte qu'il rencontre un juif dans un train en 43, et ce juif défend Laval. En disant, mais Laval, il fait très bien. En fait, Laval, c'est un malin. Il essaie de rouler les Allemands pour protéger les juifs français. Donc, vous voyez, il y aura toujours des juifs qui vont se faire embobiner, si vous voulez, et qui vont trouver un bénéfice à se faire les défenseurs en l'occurrence, là, de Vichy. Mais à l'inverse, certains de ces juifs sont acceptés aussi dans les milieux d'extrême droite dans lesquels ils veulent évoluer. Exactement, c'est ce qui leur permet de se faire accepter. On oublie leur judéité apparemment. Je veux dire, Zemmour, il y a des militants fascistes d'extrême droite qui sont dans les meetings où il harangue les foules, et on a l'air d'oublier complètement sa judéité. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est sans doute plus un problème. Ça aurait été difficile dans les années 30 d'être un chef de l'extrême droite en étant juif, c'était pas possible, même si l'extrême droite a toujours accepté certains juifs. Je dis toujours que le premier vote de Charles Maurras, en 1889, il a 21 ans, c'est pour Alfred Naquet, le père de la loi sur le divorce, qui était détesté par tous les antisémites, que Maurras détestait, mais il va voter pour Naquet, parce que Naquet, c'est l'un des membres du comité directeur du parti révisionniste du général Boulanger. Donc Maurras, il est boulangiste,
donc ils votent pour un juif. Donc vous voyez, il y a toujours eu cette possibilité, parce que l'extrême droite française, voilà, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas... Ce racisme qu'on a, le nationalisme ethnique dont je vous parle, c'est un mot d'ailleurs qui est forgé par un disciple de Barrès et de Maurras, a toujours fait des exceptions. On considère que la France a un génie assimilateur et qu'elle peut même assimiler un juif si ce juif fait vraiment l'effort de ne plus être juif en quelque sorte, et de renier ses origines. Alors nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Que dites-vous à ces juifs qui veulent voter Zemmour? Moi je dis rien, ces juifs qui veulent voter Zemmour, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais vous savez, je discute beaucoup, j'ai beaucoup d'amis juifs qui veulent voter Zemmour. Bon, alors, qu'est-ce que je leur dis en privé? Ce que je leur dis en privé, c'est que... parce que l'argument, c'est de me dire, oui, Zemmour, il dit n'importe quoi sur Vichy, mais ce qu'il dit sur les Arabes, c'est vrai. Mais il n'y a pas que Vichy et les Arabes, parce qu'il part de l'affaire Dreyfus, qu'il remet en question. Tout ça, ils disent, c'est pas grave. C'est pas important. Les victimes juives et les terroristes mis dans le même panier. Alors ça pose plus de problèmes, mais on se dit, bon, bah là, il a dit une bêtise. Et ça passe. Et on lui passe la bêtise. Oui, mais parce que comme Zemmour est un grand manipulateur, et que comme il a rencontré M. Sandler, il va dire ça reste entre lui et moi, comme si, voilà, on n'en parle plus. Donc il arrive toujours à tirer profit, même quand il fait un... Donc voilà, c'est assez difficile de convaincre quelqu'un qui croit de manière générale, voilà, parce qu'on est dans la croyance, et que donc les arguments rationnels ne portent pas. Donc... si on explique à quelqu'un, vous savez, Zemmour raconte n'importe quoi sur Vichy, c'est faux, on lui montre les faits. Vous allez avoir deux types de réponses. Donc, la première que je viens de vous dire, de toute façon ça c'est pas important, ce qu'il dit sur l'histoire, effectivement il peut se tromper, mais ce qu'il dit sur les Arabes aujourd'hui c'est vrai. La deuxième réponse qui est plus pernicieuse, et c'est celle-là qui nécessite vraiment d'argumenter pied à pied, c'est une forme de relativisme, et même de falsification. De dire, mais après tout, il y a votre thèse à vous, mais il y en a d'autres, il y a d'autres historiens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et tout ça est mis un peu sur le même plan et ça permet d'évacuer les falsifications de Zemmour sur Vichy et la Shoah. Alors, comment pensez-vous qu'il va utiliser tout ce qu'il dit, tout ce qu'on vient d'énumérer, concernant sa politique d'immigration? Jusqu'où peut-il aller en matière d'immigration? Alors, ce que je montre dans mon livre, et ce qui me paraît l'explication, on va dire, qui donne peut-être une cohérence un peu trop forte à l'ensemble, mais qui me paraît quand même avéré, ne serait-ce que c'est parce que c'est Zemmour lui-même qui l'a formulé. Zemmour considère que la clé de tout, c'est qu'il faut faire une révolution culturelle pour préparer une action politique. Et dans cette révolution culturelle, il faut nous déshabituer à penser comme on pense, sur tous les sujets, y compris l'histoire de France. Et que sur Vichy, ce qui est enseigné dans les manuels scolaires, dans les livres, Paxton, tout ça, c'est une forme de propagande anti-française. Voilà ce que pense Zemmour, et que cette propagande anti-française, qui vient de nous culpabiliser, nous prépare à nous soumettre à l'invasion migratoire. Comme on a tellement honte de ce qu'on a fait pendant la guerre, on n'ose plus prendre des mesures nécessaires qui doivent être dures contre les étrangers, parce que sinon on va nous renvoyer à la figure les heures sombres de l'histoire. Donc ça, c'est son raisonnement. Et que donc, il faut banaliser, ou plutôt trouver des arguments acceptables pour justifier cette politique, pour préparer, si après tout ce que Vichy a fait, c'est la raison d'État, ben aujourd'hui, s'en prendre de manière brutale, contourner l'état de droit, comme Vichy l'a fait, parce que qui a contourné l'état de droit? Qui a contourné le pouvoir des juges, comme disait Zemmour? C'est bien Vichy. Qui a pu, comme ça, interner de manière très facile, en contournant le pouvoir judiciaire, en passant par des décisions administratives, un nombre important d'étrangers? C'est Vichy. Zemmour veut bien renvoyer des dizaines de milliers, dit même 2 millions en 5 ans. Comment vous faites? Il faut bien prendre des mesures discrétionnaires. Donc, l'ensemble de sa réécriture de l'histoire participe d'une volonté de justifier des politiques d'exception. Et moi, ce que je dis aux gens qui croient en Zemmour, je leur dis, mais lisez ses livres, lisez Le Destin français, lisez ce qu'il dit sur la politique antisémite de Vichy. Zemmour n'est pas capable de distinguer un crime contre l'humanité d'une politique, on va dire, ferme contre les étrangers. Zemmour va dire que interner les ressortissants étrangers
allemand en mai 1940 par la Troisième République, c'est la même chose que la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. Ça ne vous interroge pas? Quelqu'un qui veut être chef de l'État n'est pas capable de distinguer un crime contre l'humanité d'une politique. Donc on peut quand même s'inquiéter de ce qu'il ferait s'il était au pouvoir. Sur quoi repose le mythe de la suprême habileté française, entre guillemets, la connivence présumée entre De Gaulle et Pétain face à l'ennemi? Alors ça, c'est la version la plus candide, si vous voulez, du glaive et du bouclier. Là, vous faites référence à un propos qu'il a tenu sur CNews dans un débat où la journaliste Christiane Kelly lui dit « Mais vous pourriez définir le glaive et le bouclier ». Alors voilà comment il définit le glaive et le bouclier. C'est tellement enfantin que ça prête à sourire. Le glaive et le bouclier, c'est quoi? C'est Pétain qui reste en France, qui protège les Français tout en étant de mèche avec les Américains et les Anglais, et De Gaulle qui, à Londres, tient l'épée française, le glaive français. Et ça, cette alliance tacite entre Pétain et De Gaulle, c'est la suprême habileté française. Voilà. C'est ridicule, ça repose sur rien. Et Zemmour croit mordicus à cette théorie. Il écrit dans Destin français, le glaive et le bouclier, c'est dans la tête de Gaulle, c'est dans la tête de Pétain. Tous les deux jouent double jeu. Donc, il croit vraiment dans c'est vraiment une légende qui a été pour la première fois formulée par le maréchal Pétain lui-même lors de son procès en 1945. C'est normal, il voulait sauver sa peau, même s'il disait que, voilà, il a 89 ans, ce qui allait advenir de lui, il s'en moquait. Mais voilà, il lit une déclaration au début de son procès et il dit « J'ai été le bouclier, j'ai protégé les Français, et De Gaulle à Londres, De Gaulle qui avait été condamné à mort par Vichy. Donc tout d'un coup, De Gaulle devient l'épée de la France. Et tous les deux, nous avons servi la France. Ça, c'est la justification de Vichy qui est servie depuis, vous voyez, 45, on est en 2021, depuis 76 ans, par les milieux favorables à Pétain. Alors ça avait disparu de notre vie politique. Mais il ne faut pas oublier que jusqu'au début des années 80, ça avait pignon sur rue, cette théorie-là. Vous aviez des gens dans le Figaro qui publiaient des livres, le gendre de Pierre Laval, Maître Isorni qui avait accès aux médias. Et c'est vrai que ça nous paraît incongru de voir ressurgir ça, mais il ne faut pas oublier, et ça c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, la construction du savoir scientifique sur Vichy et l'extermination des Juifs, ça a été un combat. C'est un combat face à un mensonge, des falsifications qui avaient droit de citer. Vous citez le journaliste antisémite Alfred Fabrelus, duquel Zemmour semble s'inspirer, à part Drummond et Maurras, comme vous l'avez dit, lorsqu'il écrit qu'un René Bousquet mériterait sa place dans l'allée des Justes à Yad Vashem, on croit rêver, puisqu'il négocie avec les chefs de la police SS afin de chercher, et j'ouvre les guillemets, évidemment à limiter les persécutions et à sauver les Juifs français. Fin des guillemets. Que répondez-vous à de telles affirmations? Alors dans mon livre, je fais la généalogie de quelles ont été les formes qu'ont pris le désir de réhabiliter Vichy. Donc il y a des différentes formes, des différentes variations dans le discours justificatoire, la thèse du moindre mal, etc. Et Fabrelus est une borne dans mon récit assez incroyable. On est à la fin des années 70, 78. Fabrelus, on l'a complètement oublié aujourd'hui. C'était un ami de Raymond Aron. Il était complètement intégré on va dire, dans l'intelligentsia conservatrice française. Il est chroniqueur au Figaro, il publie des livres, il se fait inviter sur tous les plateaux de télévision. Et il sort ce livre. C'est quelqu'un qui, en 79, qui s'appelle « Pour en finir avec l'antisémitisme » et qui est centré sur Vichy. Et Fabrelus, c'est une sorte de Zemmour avant l'heure parce que c'est quelqu'un qui avait une forme d'intelligence. Il voyait des phénomènes, des évolutions, et il voulait les contrecarrer. Il ne supportait pas ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire l'émergence de Klarsfeld qui demande réparation, qui demande justice sur Vichy et les Juifs. Et donc il fait ce livre pour justifier la politique antisémite de Vichy, mais en prenant précisément la défense de Laval et de Bousquet, parce que Bousquet, évidemment, en 78, est mis sur la sellette. Pour la première fois, son nom sort. Il y a eu une interview de Darquet de Pellepoix dans l'Express qui dit la rafle du Veldiv, c'est Bousquet. Donc Bousquet, voilà, qui se retrouve comme ça désigné. Et Fabrelus fait ce livre pour le défendre. En fait, c'est ça l'objectif de Fabrelus. Donc il reprend la thèse classique, on retrouve chez Zemmour la négociation pour sauver les Juifs français, pour quitte à sacrifier les étrangers. Mais comme lui reprochait d'ailleurs Raymond Aron,
à trop vouloir prouver, à trop vouloir démontrer, on se prend les pieds dans le tapis. Il a cette phrase assez ahurissante en disant, en fait, ce qui est dramatique, c'est que à Yad Vashem, on fait un arbre pour chaque juste. Il faudrait 100 000 arbres pour René Bousquet, parce qu'il a sauvé 100 000 juifs. Vous voyez l'argumentation perverse et heureusement contre-productive. Le livre a fait un flop, a été jugé scandaleux à l'époque. Il y a notamment une émission assez géniale, l'émission de Pivot, comment s'appelle cette émission très connue? Apostrophe, où on a Harris et Séduit qui se retrouvent face à Fabrelus, et ça tombe très mal, quoi, parce que... Et on a les mêmes trucs, il vous sort une phrase de Poliakov. Vous voyez, ces mêmes trucs qu'utilisent tous les gens qui justifient Vichy. Oui, mais le juif Poliakov dit bien que grâce à la zone libre... Donc vous voyez, il reprend un peu, c'est une sorte de best-of de tous les trucs. Vous le remettez dans le contexte. Voilà, alors là, Poliakov, je rétablis un peu la vérité historique, parce que Poliakov, c'est une falsification qui a plus de 50 ans. Ça fait depuis plus de 50 ans que ceux qui défendent Vichy utilisent une phrase de Poliakov, qui est dans le premier livre qui est sorti sur le génocide des Juifs, le Bréviaire de l'Aisne, paru en 1951. Et effectivement, il y a une phrase dans ce livre où Poliakov dit « C'est grâce à la zone libre que beaucoup de Juifs ont pu être sauvés grâce à Vichy ». Enfin voilà, il y a une phrase un peu comme ça, mais qui est démentie par ce qu'il dit avant et qui est démentie par ce qu'il dit en conclusion de son livre. Mais vous voyez, mais ça c'est aussi un truc qui fait partie. On prend un bout de phrase et ça c'est un truc qui est en permanence fait par les gens qui veulent réhabiliter Vichy. Alors, justement, autrefois, les thèses de l'extrême droite plébéienne et antisémite étaient limitées à des cercles nationalistes assez restreints, pétainistes, fascisants. Ça, vous l'écrivez très justement. Mais qu'est-ce qui a changé depuis les années 50-60 ? Comment ces cercles se sont-ils élargis pour y englober aussi des juifs ? Alors, d'abord, il y a le fait qu'au sortir de la guerre, l'extrême droite, et même la droite de manière générale, est laminée. Ça, c'est le point de départ, à cause de Pétain et à cause de la collaboration. Et puis, ça va se reconstituer idéologiquement. Et effectivement, vous allez avoir des mutations liées à la guerre d'Algérie, au fait que l'extrême droite va soutenir Israël. On va avoir comme ça une évolution. Mon premier livre portait sur Xavier Vallat, antisémite traditionnel, qui en 1967 va soutenir Israël. Donc vous voyez comment des évolutions. Alors, ça ne veut pas dire que l'antisémitisme disparaît de l'extrême droite, mais évidemment, vous allez avoir le négationnisme, vous allez avoir des antisémites traditionnels qui vont continuer, mais ça va s'alléger, ça va en grande partie disparaître, et c'est l'Algérien, le musulman qui va devenir le nouvel ennemi, et qui va remplacer en quelque sorte, mais même si j'aime pas tellement cette substitution qu'on dit le juif, mais en gros c'est quand même ça qui s'est produit, l'immigration africaine, voilà, devient l'ennemi identifié par l'extrême droite, qui renaît, tout ça est bien connu dans les années 80 avec Le Pen. Le fascisme n'a jamais fonctionné nulle part, ou en tout cas très brièvement, ni en Europe ni en Amérique latine. Pourquoi faire croire qu'il pourrait fonctionner en 2022, à partir de 2022 ? En fin de compte, quel est l'objectif de Zemmour, si jamais, si d'aventure il était élu président de la République ? Zemmour, il porte une révolution politique d'extrême droite. Voilà. Fasciste. Moi, je n'utilise pas le mot fascisme parce que pour moi, le fascisme c'est une dimension historique, un ancrage dans son époque. Le fascisme est un nationalisme. Voilà, c'est une forme de nationalisme dans son époque. Aujourd'hui, nous avons d'autres formes de nationalisme. On peut l'appeler fasciste si on veut, voilà, quand on est militant, des gens de gauche. C'est un label. Moi, je ne l'utilise pas parce que pour moi, c'est une notion historique. Mais oui, c'est la même famille. On est dans la même famille politique qui est le nationalisme. Voilà, le nationalisme qui a différentes variantes. Et Zemmour en est une en France. Il est fondamentalement un nationaliste. Et c'est-à-dire qu'il considère que la défense de la France et des Français nécessite tous les moyens, voilà, y compris persécuter des minorités, abolir l'état de droit, prendre des mesures liberticides. Il n'a aucun état d'âme, en tout cas d'un point de vue intellectuel. Et ce qui est assez fascinant avec Zemmour, c'est de voir, et en cela il me rappelle vraiment Charles Maurras, c'est de voir à quel point il est complètement déconnecté du réel. Alors même qu'il prétend toujours parler du réel. Ce sont des gens qui opposent toujours pays légal, pays
le pays légal, c'est les autres, c'est les élites, et eux, ils parlent au nom du peuple, au nom de la réalité du pays réel. C'est faux. Zemmour part toujours de construction intellectuelle, a priori. Donc il s'imagine la France et les Français tels qu'ils devraient être, et non pas tels qu'ils sont. Donc ça, c'est catastrophique quand on veut diriger un pays. C'est-à-dire que la réalité du pays ne permet pas de prendre les mesures que Zemmour veut prendre. C'est impossible à faire. Ce serait la guerre civile. Voilà, mais il reste dans une pure... C'est purement théorique, c'est purement intellectuel. Il vous inquiète? Il m'inquiète, bien sûr que je trouve que c'est très inquiétant. Je ne pense pas qu'il puisse prendre le pouvoir. Et je pense là aussi, heureusement qu'il est dans un fantasme, son union des droites. Je pense que ça ne tient pas. Quand on les lit, quand on l'entend, on a l'impression que c'est très logique. Il n'y a que lui qui peut unir la droite, on va dire, qui votait Sarkozy, Fillon, les CSP+, comme on dit, et le peuple qui vote Marine Le Pen. Alors là, il se fait une construction ça tient en théorie, mais en pratique, qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les ramassis de l'extrême droite, et que ça. On voit la Collard, Pelletier, Paul-Marie Couteau, enfin, c'est vraiment... voilà, il pourra difficilement aller au-delà. Et je pense que les gens sentent bien, au fond d'eux, que Zemmour est encore plus brutal que les Le Pen, beaucoup plus clivant, beaucoup plus extrémiste. Donc le grand fantasme de Zemmour, je suis l'héritier du général de Gaulle et du RPR des années 80, je pense que ça ne résiste pas à l'épreuve des faits, et que les gens vont finir par s'en rendre compte. Le vrai problème, c'est qu'il donne le ton d'un point de vue intellectuel, et que du coup tout le monde après lui reprend un peu les... Voilà, il arrive à dicter, si vous voulez. C'est ça qui est inquiétant. Je ne pense pas qu'il puisse prendre le pouvoir. Mais je ne suis pas prophète. Donc un historien ne doit jamais dire ça ne peut pas se passer. Laurent Joly, merci. Je rappelle le titre de votre livre, La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Merci. Merci beaucoup.